Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Première chose, évidemment en tant que cinéphile, je ne pouvais pas passer à côté de la cérémonie des Oscars. Alors, on s'attendait au pire, et finalement, c'était pas trop mal, c'était loin d'être la cérémonie telle qu'on l'entend pour ce qui est de cet événement cinématographique, je pourrais dire même international, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que les Oscars américains en matière de cinéma international, c'est presque une consécration. Petit rappel rapidement, étant donné que nous sommes encore en situation sanitaire, surtout en Californie, la cérémonie a quand même tiré les leçons des Golden Globes qui ont été pathétiques. Donc ils ont essayé au maximum de faire une cérémonie avec du présentiel, sauf que, contrairement à la tradition, où logiquement les Oscars ont lieu au Dolby Theatre, qui se trouve à côté du fameux Chinese Mann Theatre, l'un des cinémas cultes sur Hollywood, cette fois-ci il a eu lieu dans la gare centrale de Los Angeles, une gare qui est connue des cinéphiles puisque c'est une gare qui a également servi pour pas mal de films, et donc un certain nombre d'artistes étaient présents. Le palmarès, eh bien le palmarès, je dirais que contrairement à ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire finalement on s'attendait à quelque chose de très idéologique finalement, ça l'a été, mais ça l'a été un petit peu en essayant de temporiser un petit peu les choses. En ce qui concerne la continuité, puisque comme vous le savez, en règle générale, on dit souvent que les Golden Globes sont l'antichambre des Oscars, c'est-à-dire très souvent ceux qui sont récompensés aux Golden Globes le sont finalement aux Oscars. On peut dire que là, il y a eu, ça a été vrai pour certaines récompenses. On pense évidemment à la réalisatrice et à son film qui ont reçu le prix du meilleur film, le prix de la meilleure réalisation et le prix de la meilleure actrice pour Frances McDormand, qui est Nomadland. Alors Nomadland, c'est... Je vais y revenir un petit peu après, parce que c'est pareil, la cérémonie, elle a été énormément dépendante aussi de l'actualité. On attendait Chadwick Boseman, meilleur acteur, ce fameux acteur afro-américain qui est décédé, qui a eu son heure de gloire en étant l'incarnation du fameux King of Wakanda, je ne sais plus, enfin c'est Black Panthers. Et finalement, la surprise générale, c'est finalement Anthony Hopkins qui a reçu le prix du meilleur acteur, ce qui est tout à fait justifié, qui est tout à fait légitime, on va dire, puisque même si à la limite Anthony Hopkins n'a plus rien à prouver en matière de qualité d'acting. Autre film aussi qui a été récompensé, qui est le film de Promise, je ne sais plus le titre, enfin qui est un film un petit peu ambigu dans le sens où ça a une fâcheuse tendance un petit peu à mettre en avant évidemment un message très féministe contre le machisme, contre l'hégémonie masculine, etc. Sauf que le film, le problème c'est qu'il manque énormément de mesures sur le traitement. Donc voilà, on peut dire honnêtement que les Oscars ont essayé de satisfaire tout le monde, même si encore sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a des rageux qui critiquent les Oscars de ne pas avoir donné l'Oscar du meilleur acteur à Chadwick Boseman, parce que c'est un Afro-Américain. Il y a quand même un autre acteur afro-américain qui lui a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour de Black Messiah. Donc d'une façon globale, on a aussi Soul, le film de Pixar. Bon, voilà, c'est, je pense que au niveau qualitatif, en effet, le film est assez intéressant, est assez bien foutu. C'est du Pixar, vous me direz, mais il faut savoir quand même que depuis quelques années, Pixar essaye un petit peu de se renouveler, parce que faire des films toujours avec les mêmes thématiques, il y a un moment donné où ça finit par un petit peu lasser. Donc, on peut dire que ces Oscars n'ont pas été pires, je dirais peut-être qu'ils ont été un petit peu meilleurs d'ailleurs que ceux de l'année dernière. Mais là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le gros problème, c'est qu'évidemment, il y a un problème de rythme et un problème d'ambiance. Problème de rythme, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il donnait beaucoup plus de temps au niveau de l'organisation, du montage,
de la logistique qui est propre, généralement, est vraiment calculée à la minute près pour ce genre d'émission, qui est retransmise évidemment à la télévision sur ABC, et avec un calage évidemment des espaces publicitaires, etc. Là, on sent bien qu'ils traînaient énormément, qu'ils essayaient de gagner du temps, gagner du temps sur les interventions. Généralement, les interventions, les gens sont prévenus qu'ils ont un minimum de temps. Alors là, il y en a certains qui ont raconté presque leur vie. Les extraits pour présenter les nominés, alors, on n'a jamais vu des extraits aussi longs. Alors à tel point qu'à un moment donné, on se sont rendu compte que la cérémonie avait presque pris une demi-heure de retard sur le calendrier. Mais voilà, encore une fois, parce que ça manquait complètement d'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y avait des creux de vague. Alors ils ont essayé de mettre un petit peu d'animation, etc. Mais c'est pas les Oscars. Je veux dire, les Oscars, c'est 50% de paillettes, de strass. L'ambiance n'est pas la même quand vous avez une salle de 1000 personnes remplie, vous pouvez faire des interactions avec justement le public, etc. Là, c'était plat, c'était guindé, et en plus de ça, comme évidemment c'est très culturel à la Californie et au monde d'Hollywood, c'est souvent beaucoup de nombrilisme sur celui qui va porter le vêtement le plus original, le plus beau, etc. Donc, très sincèrement, je dirais que on n'est plus du tout dans le spectacle, on n'est plus du tout dans le show à l'américaine. Néanmoins, ils ont quand même réussi plus ou moins à sauver les meubles dans ces circonstances. Et enfin, pour terminer, on vient d'apprendre que les Brit Awards, alors les Brit Awards, c'est l'équivalent des Oscars en Grande-Bretagne, eh bien eux là, ils ont décidé carrément de casser les normes sanitaires, c'est-à-dire que là, ils vont faire véritablement un spectacle, ils vont véritablement faire le show, il y aura plusieurs milliers de personnes qui seront dans la salle, ils vont casser les restrictions, etc. Alors, évidemment, il y aura des tests PCR qui seront effectués, etc. Donc là, les Brit Awards, j'ai l'impression qu'en fait, les Britanniques se sont décidés à vouloir damner le pion aux Oscars cette année sur la façon de faire le spectacle pour une cérémonie censée mettre à l'honneur le cinéma. Néanmoins, les Oscars s'en sortent beaucoup mieux que les Césars français, qui ont été véritablement une catastrophe. Autre information assez intéressante, parce que je pense que là, on est en face d'un problème de manipulation. Ce week-end, je ne sais plus si c'était 24 ou 25, samedi ou dimanche, il y a eu une manifestation de lesbiennes à Lyon. Et apparemment, il y avait 650 personnes durant cette manifestation. Et la manifestation a été perturbée par des gens de l'ultra-droite. On ne dit pas extrême droite, on dit ultra-droite. Alors évidemment, face à cet événement, sur les réseaux sociaux, il y a eu évidemment beaucoup de réactions, beaucoup de gens, d'élus, de politiciens, évidemment de mouvements de défense, LGBT, etc. Sauf que, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé. Il faut savoir qu'en règle générale, quand on fait des manifestations pour des revendications, pour de la visibilité, etc., l'intérêt au niveau des minorités de genre, ou d'orientation sexuelle, ça a été, il y a plusieurs années, de construire ce mouvement qu'on appelle aujourd'hui LGBTQ. Plus on intègre un ensemble d'individus qui ont un point commun, c'est-à-dire d'avoir des droits civiques, des revendications, le droit à l'égalité, etc., ce qui est tout à fait honnête et je dirais justifié en tant que tel. Mais justement, l'intérêt d'avoir créé les LGBTQ, c'est que ça permettait d'intégrer à la fois les gays, les bis, les lesbiennes, les transgenres, les non-binaires, tout ce que vous voulez, etc. L'union fait la force. Donc, or là, vous aviez une manifestation uniquement de lesbiennes. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas plus simple de faire des manifestations, justement, en corporatisme avec d'autres entités, d'autres minorités, d'autres représentations, d'autres communautés qui sont peut-être différentes, mais qui ont le même type de combat? Pourquoi faire une manifestation comme ça dans son coin? Et même si on se met dans la peau de gens d'extrême droite ou d'ultra droite,
quel est l'intérêt d'aller perturber une manifestation sans sachant que forcément les médias vont vous tomber dessus. Les médias vont se servir de ce que vous faites pour mettre encore plus de l'huile sur le feu contre l'extrême droite. J'ai envie de dire que ces gens qui ont été perturbés cette manifestation de lesbiennes, ils ont franchement envie de se faire taper dessus. C'est-à-dire qu'ils ont donné le bâton pour se faire taper dessus. Alors, je veux bien admettre qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on a des gens qui sont, excusez-moi l'expression, mais qui sont un petit peu abrutis, qui sont un petit peu simples d'esprit, qui ne réfléchissent pas. Mais lorsqu'on essaie d'inciter, de motiver, de galvaniser, il y a un moment donné, je pense qu'il y a toujours des gens, à un moment, justement dans le groupe, dans le phénomène de groupe, il y a toujours à un moment donné des gens quand même qui ont un minimum de lucidité. Pourquoi vous voulez qu'on aille perturber une manifestation lesbienne ou alors c'est des gens de catholiques, enfin des ultra-catholiques, hein, contre l'homosexualité, etc. Bon, même ça en France, il y en a, mais excusez-moi, ils sont une extrême minorité. Même si, encore une fois de plus, attention, la manif pour tous, il y a eu beaucoup de manipulation, beaucoup de propagande sur ces gens-là, c'est-à-dire qu'on les a fait passer un petit peu pour ce qu'ils ne sont pas. Qu'ils aient des idées conservatrices liées à des principes et des valeurs de religion, on s'entend bien, mais de là à les faire passer pour des comment on appelle ça, presque limite de l'opus dei, non, je pense qu'il y a un moment donné où même les gens qui étaient contre le mariage homosexuel, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont contre les homosexuels. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société où on aime faire des amalgames, là où on veut bien en faire, pour faire des raccourcis, et puis simplifier les débats pour montrer du doigt les méchants et valoriser les gentils. Sauf que, évidemment, les choses ne sont pas si simples. C'est pas parce que des gens sont contre un projet de loi, sont contre quelque chose qui est présenté comme une évolution sociale, comme une évolution sociétale, comme une évolution de mœurs, que forcément ça fait de ces gens-là des homophobes, des islamophobes, des racistes, etc. Non, parce que c'est des gens qui ont une mesure, qui ont une conscience de certains détails, et qui considèrent que la société, dans l'état où elle est actuellement, n'est pas encore prête pour accéder à ce type de loi, pour accéder à ce type de droit. Alors, déjà, même les homosexuels eux-mêmes, dans la communauté homosexuelle, il y en a qui admettent, qui disent « mais nous, on n'a jamais demandé le mariage homosexuel ». Je veux dire, moi, je ne connais pas, que ce soit dans mes proches ou dans des connaissances de la communauté gay, qui était pour le mariage homosexuel. Même si c'est pour l'argument de dire oui, mais c'est pour une certaine égalité de droit par rapport à certaines choses, etc. Moi, je connais un couple homosexuel qui, aujourd'hui, ils sont très très vieux et qui disait mais non, de toute façon, il n'y a pas de problème de droit puisque le droit nous permet de régler les choses de façon légale, même si, par exemple, l'un des deux disparaissait, l'un des deux qui disparaît. Il y a le principe du testament, il y a s'ils n'ont pas de descendants, etc. La loi est équipée pour permettre à des gens de pouvoir régler les choses un tant soit peu. Alors après, il y en a certains qui disent oui, mais il y a des droits qui sont accessibles à des couples mariés que les homosexuels ne peuvent pas avoir. Ben justement, peut-être que c'est là-dessus qu'il fallait jouer, qu'il fallait faire évoluer les choses. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que je suis contre le mariage homosexuel. Je dis simplement, c'est que le mariage homosexuel, j'ai déjà dit dans mes vidéos, a plus été mis en valeur par argument, par intérêt politique, que par réelle, je dirais, intention de faire évoluer la société. Bon, maintenant le mariage homosexuel, il est ce qu'il est, il existe, il est là, il est hors de question de revenir dessus. Maintenant, c'est un acquis dans la société, dans la République. Tous les couples homosexuels, aujourd'hui, ont un droit fondamental de pouvoir se marier. Donc là-dessus, voilà, ça y est, c'est fait. C'est-à-dire, les gens qui veulent revenir dessus, excusez-moi, c'est des gens qui n'ont pas compris encore le fonctionnement de la société. Mais bon, après, voilà, c'est une question de valeur.
Donc, concernant cette manifestation, je suis un petit peu dans le doute quand même. Je me demande si c'est pas encore une fois de plus une manipulation dans une période où évidemment on rentre dans une période cruciale. Cruciale parce qu'évidemment nous sommes à l'aube de la période de campagne présidentielle et de ce fait, tout va être bon pour essayer de manipuler les esprits, de manipuler l'opinion en organisant des opérations de com, des opérations dans la société publique, dans la société en général, pour ensuite, vous savez, c'est le principe de la thèse et de l'antithèse, vous créez une thèse, vous créez l'antithèse, vous mettez les deux en opposition, et après vous montrez du doigt les méchants. Alors que les méchants, ils n'ont absolument rien à voir avec cette affaire. Donc c'est un peu le principe. Et je pense que ça, malheureusement, au vu de la déliquescence, du manque de confiance totale qu'il y a aujourd'hui envers les politiciens, que ce soit Macron ou les autres, que certains disent aujourd'hui que Marine Le Pen va être... Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais sur Marine Le Pen. Donc qui, finalement? Sur qui on peut compter? Sur qui on peut éventuellement voir, je dirais, une porte ouverte pour éventuellement être le présidentiable de 2022. Tout le monde pense que Macron est mort, ce qui est vrai, mais vous savez que quand vous voyez aux États-Unis Joe Biden, qui n'avait absolument pas le probe de la grande majorité des électeurs démocrates, et pourtant aujourd'hui il est président. Donc est-ce qu'on va revoir le scénario de 2017, c'est-à-dire deuxième tour Marine Le Pen et Macron en face? Allez savoir. Le seul problème, c'est que aujourd'hui Macron, même dans son camp, même ceux qui l'ont mis en place, ou qui ont fait en sorte de le mettre en place, aujourd'hui, ils sont conscients que Macron est mort. Il n'a plus de crédibilité. Il suffit de voir un peu ce qui s'est passé là lors de la visioconférence, de la réunion du climat, où Macron était en train de faire son beau discours, etc. Ils ont coupé le sifflet pour donner la parole à Poutine. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que l'AFP vient de publier aujourd'hui un communiqué en montrant Macron faisant les gros yeux à Poutine, parce que Macron s'inquiète de l'état de santé de Navalny. On essaie de sauver les apparences. Vous voyez, le problème qu'il y a aujourd'hui avec Macron, c'est qu'on en arrive presque, avec ces médias, à avoir une communication digne de la politique soviétique, du culte de la personnalité. Je ne serais pas étonné que dans les mois à venir, il arrive quelque chose en France de dramatique pour permettre à Macron de redorer son blason. Vous savez, un peu comme Hollande, finalement. Hollande, quand il a pris le pouvoir, il était plutôt au bas de l'échelle. C'était une catastrophe. Il a fallu les attentats. Il a fallu Charlie. Il a fallu Nice. Il a fallu le Bataclan. Pour que tout d'un coup, Hollande devienne un chef de guerre. Ce qui manque à Macron aujourd'hui. Même s'il y a aujourd'hui encore quelques attentats, et encore quand on appelle attentat, c'est un pléonasme, hein, puisque c'est souvent des actes d'individus de façon isolée. Mais ce qui est encore plus grave, parce que ça veut dire qu'un attentat peut être organisé par un groupe, par un ensemble d'individus. Là, ce sont des individus complètement isolés, qui font l'acte de leur propre chef, qui décident de leur propre chef de façon isolée de s'attaquer à des individus. Ce qui est encore plus compliqué, plus difficile et plus dangereux aujourd'hui dans la société. Parce que ça, là, ils essaient de sauver tous les meubles en disant pas d'amalgame, etc. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas empêcher les gens à un moment donné de dire attendez, là, on a une liste de gens qui viennent de se faire tuer par couteau, par agression, décapités, etc. Quand vous voyez les noms des auteurs, ou leurs appartenances religieuses, entre guillemets, ethniques, disons-le carrément, vous ne pouvez pas empêcher à un moment les gens commencer à regarder les gens de travers. Et malheureusement, comme dans toujours ce genre de situation, l'acte d'une infime minorité d'individus, les comportements d'une infime minorité d'individus, va porter préjudice à l'intégrité, au respect que l'on doit à la majorité. C'est-à-dire aujourd'hui,
tous les individus issus du Maghreb, ou issus de familles issues du Maghreb, arabes, musulmans, etc., aujourd'hui, oui, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils savent que dans une masse populaire, on n'est pas à l'abri, à un moment donné, d'autres pétages de plomb de certains individus qui vont vouloir faire du œil pour œil, dent pour dent. C'est ça dont ils ont peur. Pour l'instant, alors je dirais même, ce qui est encore pire, c'est quand vous avez dans les médias, dans les réseaux sociaux, ces gens qui veulent lutter contre le racisme, contre l'islamophobie, etc., et qui nous font passer en France pour des salauds, alors que si vous faites le compte du nombre de gens qui ont été tués par des musulmans fanatiques, et le nombre de musulmans qui ont été tués par des blancs français fachos, ce que vous voulez, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Que tous ces gens qui nous accusent d'être des islamophobes, des racistes, etc., je suis désolé, mais quand on fait un état des événements, des épiphénomènes, des agressions en statistique en France, on se rend compte que finalement, les actes considérés comme islamophobes sont bien inférieurs que les actes antisémites et les actes antichrétiens. Là, merde, il y a un souci là, parce que notre argument principal pour faire culpabiliser les Français contre les musulmans, c'est justement de faire croire que ce sont les musulmans qui sont les plus brimés, les plus discriminés, les plus grandes, les victimes les plus importantes du racisme. Alors qu'au final, statistiquement, non. Alors certains vont vous dire, oui, mais non, mais les statistiques, on sait comment ça fonctionne, mais dans la réalité de la vie, etc. Ah, dans la réalité de la vie. Mais alors dans la réalité de la vie, vous admettrez aussi qu'il y a certains épiphénomènes que certains vous comptent, mais dont vous contrecarrez en disant, oui, mais on veut des statistiques, on veut des chiffres, donnez-nous des chiffres. Il n'y en a pas, puisque c'est des épiphénomènes qu'on nous relate, qu'on nous raconte, que les Français racontent, que les Français rendent compte, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. On dit, ah oui, mais ça n'a aucune valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est des chiffres, c'est des statistiques. Vous voyez, il y a une certaine malhonnêteté, de toute façon, aujourd'hui, idéologiquement parlant, concernant la relation ethnico-religieuse qu'il y a en France. Le communautarisme n'est pas intrinsèque à la République, et pourtant, ça fait depuis 50 ans qu'on a laissé faire le communautarisme. La France était un pays d'assimilation, or on a laissé tomber le principe d'assimilation. On a laissé les gens venir en France avec leurs traditions, avec leur communautarisme, avec leur... voilà. Donc forcément, ça peut peut-être fonctionner avec un certain nombre d'individus parce que leur culture, leur société sont intrinsèquement aussi intégrées à des valeurs catholiques, à des valeurs chrétiennes, parce que ce sont des peuples-là intra-européennes. Mais ce n'est pas le cas avec des populations quand celles-ci ont des cultures, ont des valeurs complètement différentes de ce que nous appliquons dans nos pays occidentaux, et plus particulièrement la République française, qui, je le rappelle, si vous n'en avez peut-être pas conscience, a vraiment des spécificités qu'on ne retrouve pas dans certains autres pays démocratiques. Je dirais, assimilés en tant que tels. Moi-même qui vis aux États-Unis, pourtant les États-Unis, démocratie, pays de liberté, etc., il y a des trucs qui nuisent considérablement à ces valeurs de liberté, de démocratie, etc., parce que il y avait un intérêt politique à laisser les choses ainsi. C'est ce qu'on appelle ces spécificités qui sont intrinsèques d'ailleurs à la culture anglo-saxonne, même s'il y a beaucoup de gens qui se défendent de dire « oui, mais attention, les Américains, c'est pas des anglo-saxons ». Oui, mais quand même, les Américains ont quand même une culture issue de la culture anglo-saxonne. Les premiers colons, c'est quand même des Anglais, des Écossais, des Irlandais, des Hollandais, des Allemands, excusez-moi du peu, mais ce sont quand même des peuplades énormément influencées par la culture anglo-saxonne. Enfin bon, et après bon, on va me défendre, on dit oui, mais bon, c'est pas la même chose, c'est une société qui a évolué, etc. Oui, en effet, elle a ses spécificités. Mais quand on a un regard français sur la société américaine, on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne collent pas. Qu'on se dit même que nos propres valeurs de la République
sont bien mieux parce qu'elles ont un respect justement de ce principe d'égalité, ce principe d'équité, ce principe d'unité d'un peuple. Ben oui, mais déjà ce principe d'unité, ce principe d'indivisibilité du peuple français n'est pas compatible avec la société américaine parce que la société américaine est déjà avec un système complètement différent, un système d'union, 50 États, certains sont 50 États indépendants plus ou moins, on va dire souverains entre guillemets, mais voilà, organisés sous le traité de l'Union avec un État fédéral. Donc vous voyez déjà le système est complètement différent. Donc on a un regard qui est un peu faussé. Alors, si les Américains se complaisent à vivre dans ce genre de système, s'ils s'y trouvent très bien, bah, tant mieux pour eux, mais il y a un moment donné où sur certains principes, sur certaines valeurs qu'ils se disent vouloir défendre, prétendent vouloir défendre, etc., ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. En plus, l'influence de la religion aujourd'hui aux États-Unis est telle que on est bien content en France d'avoir à un moment donné, à la Révolution française, vouloir couper les ponts avec la religion. On a remis un petit peu de la légitimité à la religion avec Napoléon, avec le Concordat, avec la Restauration, etc. Mais la loi de 1905, excusez du peu, elle a quand même son importance, même si, encore une fois de plus, je ne vais pas revenir sur le débat de la laïcité, j'ai fait une vidéo, si je la retrouve, je vous la mets ici, sur la laïcité, pour que vous compreniez bien la complexité, l'ambiguïté de la chose, parce que malheureusement, même si l'intention est bonne, il y a toujours des conflits d'intérêts derrière qui font que l'intention n'est pas souvent respectée scrupuleusement. C'est un principe malheureusement séculaire, même si encore aujourd'hui, je vous le dis, il y a des gens qui défendent cette idée, mais dans coulisses, il y a toujours des conflits d'intérêts qui vont déroger à cette règle. Et de ce fait, j'ai envie de dire que malheureusement, on est dans des sociétés aujourd'hui qui sont conflictuelles. Qui sont conflictuelles. Donc, à partir du moment où, en plus de ça, vous faites de la manipulation pour un intérêt politique, pour essayer d'attirer l'attention des peuples, mais que vous vous rendez compte que ces peuples aujourd'hui, eh bien, ils en ont ras la patate de vos conneries, eh ben, on va chercher le communautaire, on va chercher on va essayer de donner de la visibilité à des communautés minoritaires par rapport au peuple en général, et finalement, vous allez complètement à l'inverse, surtout en France, par rapport au principe de la République, d'un peuple unique et indivisible. Aujourd'hui, les politiciens français, ils vont chercher quoi? Ils vont pas chercher le peuple. Ils vont chercher le communautarisme religieux. Et pas seulement, puisque aussi les politiciens s'intéressent aux minorités. Minorités sexuelles, minorités d'origine, minorités ethniques, minorités religieuses, encore une fois de plus, dans d'autres minorités, autres celles qui est aujourd'hui focalisée, je veux parler évidemment des musulmans, mais le problème c'est que on en arrive à voir des politiciens qui finissent par avoir un double discours qui en plus de ça est voyant comme le nez au milieu de la figure. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune vergogne. Ils n'ont aucune vergogne parce qu'ils prennent aujourd'hui en considération le fait que le peuple est idiot, le peuple est imbécile et n'est plus capable d'avoir un libre arbitre, n'est pas capable d'avoir un sens de l'analyse pour se dire attends, là il vient de dire blanc et puis maintenant il dit noir. Ce qui a été encore plus avec un accent très prononcé dans la gestion de cette fameuse Covid. Je veux dire, là, récemment, avec ce que vous avez entendu de la part du Premier ministre, de son ministre de la Santé, et même de celui de l'Éducation, etc., quand vous avez le ministre de l'Éducation qui, dans une visite d'école, il dit « Oui, non, mais surtout, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est vrai que là, vous allez... considérer que 3 cas positifs dans une classe et on ferme la classe, etc., selon son expression, c'est monter à l'échafaud. Et une fois que... et là, maintenant, c'est un cas dans une classe, la classe est fermée. Vous imaginez le bordel? Il n'y a aucune considération. Il n'y a aucune considération pragmatique. Il n'y a aucune considération sociale. Il n'y a aucune considération économique. Ils sont dans un dogme unique, qui est celui de se protéger pénalement. Ils ne prennent ils ne font aucune prise de risque, et donc du coup, ils sont en train de tuer le pays. Mais alors, non seulement ils tuent le pays, mais alors en plus de ça, évidemment, ça donne du grain à moudre aux oppositions,
qui, elle, évidemment, jongle dessus, jongle sur l'incompétence de ce gouvernement, jongle sur des approximations, jongle sur des prises de décision, un jour c'est blanc, le lendemain c'est gris, après le lendemain c'est blanc, le lendemain c'est noir, puis c'est renouveau blanc, etc. Enfin, le seul problème, c'est que ceux qui montrent du doigt l'incompétence, je pense qu'ils ne seraient pas tout aussi capables de faire mieux. Je pense que les Mélenchon, les Le Pen, les Bertrand, les Hamon, les je ne sais qui d'autre encore, à mon avis, s'ils avaient été au pouvoir aujourd'hui, ils feraient exactement la même chose. Ils se protégeraient le cul. Mais ils ne feraient pas une prise de risque en disant, voilà, on va essayer, avec les vaccins, de chercher une immunité collective, on va dire. Non, on est en train de faire tout le contraire. Alors en plus, avec les variants qui arrivent, là je peux vous dire qu'aux États-Unis, Biden, il n'est pas dans ses petits papiers parce que le variant indien, en plus que nous, sur le continent américain, il y a le variant brésilien aussi qui est en train de monter, alors que le pays aux États-Unis est en train d'essayer de se relâcher un petit peu, les normes sanitaires, etc. Ils ont quand même les boules que la saison estivale risque d'être sous la menace d'une reprise pandémique avec des variants. Et alors pire, s'ils se rendent compte que les vaccins, finalement, ne sont pas si efficaces que ça. Hein, je rappelle, Pfizer, ils ont déjà annoncé la couleur, il y aura certainement une 3e dose à la rentrée. Donc à un moment donné, évidemment, les gens se posent des questions, ils disent, ouais, okay, on est d'accord pour se faire vacciner, mais qu'on se fasse vacciner avec un truc qui marche. Qui a au moins un taux d'efficacité, un taux de réussite satisfaisant. Bon, là, on nous a vendu, tels des VRP, des 78, des 92% de réussite, alors qu'on se rend compte que l'immunité est en fait plus collective que par la protection des vaccins. Qu'on a des gens aujourd'hui qui, même vaccinés, deviennent positifs. On a même eu aussi l'exemple de PCR contaminés. On se dit, mais attends, il y a des trucs qui vont pas là, c'est vraiment un gros bordel. C'est le gros bordel. Donc après, quand on vient dire, oui, mais n'écoutez pas les complotistes, n'écoutez pas les anti-vaccins, n'écoutez pas les sceptiques, etc. Mais comment voulez-vous ne pas écouter ces gens-là quand vous n'avez pas la capacité d'avoir une crédibilité minimum dans ce que vous faites ? C'est même pire, c'est que même quand vous faites des conneries, parce que ça peut arriver qu'on fasse des conneries, ben vous ne vous excusez pas, vous n'expliquez pas, vous n'avez aucune pédagogie pour expliquer aux gens, ben oui, mais vous comprenez, c'est soit on essaie de jouer le bénéfice-risque, c'est-à-dire maximum de gens vaccinés, maximum de bénéfices, en acceptant les risques sur les effets secondaires, les risques sur les décès. Non. Bien sûr que non, vous n'utilisez pas ce discours-là. Pourquoi ? Parce que pénalement, il faut des responsables. Puis comme de toute façon, ces politiciens se sont arrangés avec les laboratoires pour que les laboratoires ne soient pas pénalement tenus pour responsables, ça pose un gros problème. Donc tout ça pour dire, et je reviens à cette manifestation de Lyon, on risque de plus en plus de voir ce qu'on appelle plus communément des false flags, c'est-à-dire des faux drapeaux. C'est-à-dire on organise des manifestations et en face on met des contre-manifestants pour ensuite servir le discours à regarder les méchants fachos, oh regardez la méchante extrême droite, oh il faut faire union contre cette extrême droite, oh il faut faire union contre Marine Le Pen, vite, 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 rassemblons-nous toute la gauche, d'où la raison pour laquelle ils vont tester un petit peu leurs alliances entre les écologistes et la gauche aux prochaines élections régionales pour voir s'ils sont crédibles ou pas. Et je dirais même que à la limite, si jamais, je dis bien si jamais, pendant au résultat des régionales, on se rend compte que des gens de gauche ont majoritairement pris le pli et que les écologistes perdent du terrain, je peux vous dire que les écologistes, à mon avis, ils doivent s'attendre à se faire larguer par la gauche. En revanche, si les écologistes se maintiennent et progressent,
Alors là, vous allez avoir tous les susbites de la gauche qui vont vouloir faire des alliances avec les écolos et essayer de faire comprendre aux écolos, non mais attendez, comprenez bien, pour l'élection présidentielle, bon, vous avez gagné des mairies, vous avez gagné des positions à l'Assemblée de l'Union européenne, etc. Mais bon, la présidence de la République, non, vous n'avez pas les épaules assez solides pour ça. Donc faites des alliances avec des gens de gauche. Essayez de contribuer et participer à la lutte contre le fascisme, contre les extrêmes droites. Il faut absolument opposer un barrage à Marine Le Pen. Non mais voilà, le scénario, il est écrit d'avance. Il est écrit d'avance. Et dites-vous bien que l'argument qui est de dire « Ah oui, mais alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de voter ?» Mais justement, c'est ce qu'ils veulent. C'est que vous n'ayez plus voté. C'est que vous laissiez les bien-pensants, les fragiles du haut, les idiots utiles voter pour les mettre en place. Parce que vous êtes trop intelligent, parce que vous vous réfléchissez. Mais au bout d'un moment, quand vous vous rendez compte que ce que vous êtes censé pouvoir donner pour influer sur une élection, ne sert à rien. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Regardez, sur les 20 dernières années, sur toutes les élections, le taux de participation. Regardez le nombre d'inscrits. Et vous allez vous être convaincu qu'évidemment, si on vous dit il y a 60% de participation, oui, mais 60% de participation sur un nombre d'inscrits qui n'équivaut même pas aux 2/3 de la population représentative d'un peuple dans un pays. Ouais. Rappelez-vous Macron, si on fait la différence, si on fait le comparatif, si vous voulez, entre le nombre de Français qui sont en capacité de voter, je dis bien capacité de voter, pas inscrit, capacité de voter, et le nombre de voix qu'il a reçues, Macron a été élu avec 16% de Français. 16%. En revanche, si vous remettez évidemment le chiffre par rapport au nombre d'inscrits et au nombre de votants, évidemment, il atteint 60%. Voilà, c'est ça la démocratie aujourd'hui. C'est un jeu de dupes, très clairement. Enfin, tout ça pour dire que cet événement qui s'est passé à Lyon, il est intéressant parce que je pense qu'on risque d'en voir un certain nombre de ce genre pour en fait servir de support à des commentaires, à de l'argumentaire politique, à ceux qui veulent essayer, encore une fois de plus, de manipuler leur monde. Autre information et non des moindres, souvenez-vous que nous avons une information comme quoi la plateforme qui sert aujourd'hui à faire les cours en ligne de l'éducation nationale aurait été attaquée par les Russes, et pour cette raison que le système a eu des défaillances. Sauf que le problème, c'est que le système a encore des défaillances. Sauf que là, la société qui gère les serveurs de cette application, eh bien, cette société a admis qu'il y avait saturation, que en fait, leur matériel ne pouvait plus suivre les multiples connexions, et que la capacité même de connexion sur les serveurs, vous savez, les serveurs, ce sont ces systèmes, c'est un peu comme d'ailleurs votre ordinateur, sauf que votre ordinateur, en fait, il est mis à disposition en stockage d'informations, et après, vous avez tous les gens qui viennent sur votre ordinateur pour faire fonctionner l'application, consulter les données, etc. Bon, sauf qu'il y a un moment donné, c'est que votre ordinateur, lui, il est limité. C'est-à-dire que s'il peut accepter 10 ou 20 personnes en connexion en simultané, si vous en avez le double, c'est-à-dire 40 personnes, il y a un moment, votre ordinateur, il n'est plus suffisamment puissant. Donc vous êtes obligé de démultiplier vos ordinateurs pour démultiplier les nombres d'accès, et c'est ce qu'on appelle des serveurs, c'est-à-dire des mises à disposition de données, de big data, à une connexion de très grande ampleur. Or, il se trouve que la société qui gère l'application ou qui stocke l'application de l'éducation nationale semble complètement dépassée par les événements et n'est plus capable de fournir une connexion de qualité ou une prestation de qualité, et finalement l'application bug et elle finit par planter, et donc évidemment il y a plein de gens qui se retrouvent sans pouvoir accéder à cette application. Or, encore une fois, quel argument on a trouvé pour expliquer le problème? Et bien on a dit, oui, non, c'est parce que ça a été hacké par les Russes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les Russes sont les grands méchants et que tout le monde
qui va avoir des problèmes et qui risque d'avoir des conséquences commerciales sur leur qualité, sur leur compétence à fournir un service de qualité, eh ben on va dire bah ouais mais c'est parce qu'on a été attaqué par les Russes. Alors je vais résoudre le problème tout de suite. C'est pas que les Russes. Tout le monde attaque tout le monde. Hein. Que ce soit les Russes, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Japonais, que ce soit les Iraniens, que ce soit les Syriens même, et même les Français, tout le monde attaque tout le monde. Alors, on fait des attaques pour essayer de collecter des données, on fait des attaques pour essayer de perturber la gestion ou des applications chez l'ennemi. On essaie de faire des attaques payées pour attaquer les réseaux d'une société concurrente pour servir les intérêts de l'autre société concurrente. Donc, vous voyez, les multitudes de possibilités qui légitiment, qui autorisent, que ce soit des sociétés privées ou des particuliers qu'on appelle des hackers, ou même des États. Sauf qu'évidemment, il faut absolument que vous ne preniez pas conscience que ce que l'on critique, que ce que l'on accuse la Russie de faire, eh bien nous le faisons tout autant. Tout comme c'est exactement la même chose aux États-Unis. Quand les États-Unis montrent du doigt la Russie parce qu'elle a fait de l'influence, elle a fait de l'interventionnisme, elle a fait de la perturbation, elle a fait du hacking, elle a fait mais pourquoi les Américains, vous ne faites pas la même chose? Hein? Et c'est ça que malheureusement, ce qui est très intéressant quand on voit les médias traiter la chose, c'est qu'on fait une focalisation toujours sur le coupable désigné, direct ou indirect. Hein, puisque vous avez des États qui font du hacking, mais qui ne passent pas évidemment par leur propre service, qui font appel à des professionnels privés pour aspirer les informations. C'est comme ce dont je vous avais expliqué une fois, c'est que tous les gens, si vous allez faire une manifestation à Paris, dites-vous bien que si vous voulez éviter que votre téléphone se fasse aspirer toutes vos données, vous mettez votre téléphone dans une pochette en alu ou une pochette qui barre en fait toutes les fréquences. Pourquoi? Parce que vous avez la police française qui est dotée d'un système, d'ailleurs que même les Américains nous envient, qui est capable d'aspirer sur un rayon, alors je crois de pas plus de 10 mètres, je crois que c'est 5 ou 6 mètres, ou presque 10 mètres, je crois, à peu près 10 mètres de rayon, enfin peut-être plus, je ne sais plus exactement, ça dépend du matériel. C'est un truc qui se porte sur un sac à dos, et que la personne, quand elle passe à côté de vous, ou même peut-être à 2-3 mètres de vous, eh bien le système aspire toutes les données de votre téléphone. Et quand je dis aspire toutes les données, c'est toutes les données. C'est-à-dire aspire tout ce qu'il y a sur vos cartes mémoire. Vos photos, vos documents, vos adresses, vos applications, etc. Ça, il faut le savoir. Hein. Et je vous dis, les Américains nous envient ce système-là. Hein. Donc à partir du moment où on fait ces usages, mais qu'après vous avez des autorités, la Russie elle est méchante, elle nous fait du hacking, elle fait du piratage. Mais la Russie elle fait exactement ce qu'on fait. Ça, il faut que les gens prennent conscience. La Russie n'a pas l'exclusivité de vouloir faire du hacking, du piratage des données chez les Occidentaux. Il faut savoir que même les alliés entre eux, nous essayons de piquer des données aux Américains, comme les Américains essaient de nous piquer des données. Tout comme notre voisin britannique essaie de nous piquer des données, et nous faisons pareil. Il n'y a pas d'amis dans ce genre de milieu. C'est à celui qui va avoir la plus grosse puissance de feu pour piquer, collecter, pirater des données. Donc à partir du moment où vous comprenez bien ça, ce que vous allez lire dans la presse ou ce que vous voyez à la télévision, on dit les Russes, machin, c'est idiot. C'est idiot. Parce qu'on est encore dans cet état d'esprit très minimaliste du nous on est les gentils et eux c'est les méchants. Donc nous on est les gentils, donc on a le droit de le faire, par contre les méchants ils n'ont pas le droit de le faire. C'est très infantile finalement comme réaction, finalement. Mais finalement quand on infantilise une société, apparemment ça fonctionne.
Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, déjà un petit peu plus longue. J'essaierai à l'avenir de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour que ça soit plus lisible pour vous. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à cliquer, vous abonner, la cloche bleue. Je vous remets également en bas l'adresse de l'autre chaîne YouTube que je possède, qui est les Films du Grenier, qui est une chaîne un peu plus divertissante. Je vous invite à aller la voir. C'est peut-être pour vous une façon de connaître ou de percevoir une certaine forme de cinématographie différente de ce qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'on vend en tant que blockbuster, films commerciaux, etc. Et d'enrichir peut-être votre culture cinématographique si vous êtes un passionné de cinéma. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, que puis-je vous dire? Protégez-vous bien, et puis pour mes compatriotes français, bon courage.